Alors la semaine dernière, j'ai reçu Guy Philippe et on a parlé de la manipulation des émotions. Et cette semaine, je reçois Mickaël Dandrieux, qui est un sociologue de l'imaginaire. Et on va essayer de comprendre quelle époque on est en train de vivre et pourquoi on la vit, pourquoi il y a la montée des extrémismes, quel était le mythe du XXe siècle, mais quel est le mythe du XXIe siècle, comment on peut avoir une bonne vie au XXIe siècle, c'est quoi notre destin commun et comment on peut le définir et comment on peut y aller. Donc c'est une vision plutôt positive, je l'espère, des futurs souhaitables. Et je vous laisse avec cette conversation. Allez, voilà, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis avec Mickaël Dandrieux, qui est sociologue de l'imaginaire. Et en fait, la semaine dernière, j'ai reçu Guy Philippe. On a parlé de la manipulation des émotions et de voir comment la technologie pouvait favoriser la mise en place de régimes totalitaires. Ce que j'aimerais comprendre, c'est aujourd'hui, alors on parle de l'imaginaire, donc on parle des futurs souhaitables. Comment on est arrivé dans une situation où on était dans une situation de pleine puissance, peut-être de trop grande puissance. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, quelque part, le monde bascule? On a l'impression aujourd'hui, que ce soit au travers de la crise écologique ou au travers des régimes totalitaires qui sont en train de se mettre en place un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer qui fait qu'on bascule comme ça dans un monde totalitaire qu'on avait envie d'éviter, en fait? C'est génial cette question parce qu'on se donne 20 minutes pour trouver la clé de lecture que tous les gouvernements, toutes les sociétés, toutes les cathédrales cherchent. Peut-être pas toutes les sociétés, on va parler de l'Occident déjà dans un premier temps, parce qu'en Orient c'est un peu différent. Mais... écoute, on est entré dans une époque qui est une zone de haute pression imaginaire. C'est dès les années 60 en fait qu'on se rend compte de ça. Donc il y a une grande bascule qu'on vit tous ensemble, c'est la Deuxième Guerre mondiale, puis on revient sur nos pieds et on se dit, est-ce qu'on va perpétuer cet imaginaire du siècle, cette industrialisation, cette victoire de la technique, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'un autre horizon va nous attendre? Bon. Et nous, qui vivons maintenant dans ce 21e siècle, on est un petit peu embarrassés parce que d'un côté, on a été les héritiers d'un grand mythe, qui est ce mythe du 20e siècle, qui était un mythe de progrès, qui était un mythe de réalisation de l'homme, de domination de l'homme du territoire par la technique, de domination de l'homme de lui-même, de sa nature, et puis de grandes réussites, par ailleurs, dans tous les sens, notamment sociales. D'un côté, il y a ça. Et d'un autre côté, quand on ouvre la porte, c'est catastrophisme, collapsologie, fin du monde et voilà, éclaboussure. Donc, on est un moment de l'histoire qui est embêté. On a le cul entre deux mythes, si je le dis vulgairement. Et où est-ce qu'on s'assoit? Quelle est la chaise qui est la bonne? D'un côté, on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout ce qui te fait toi, tout ce qui me fait moi, les idées que j'ai, mon vocabulaire, ma langue, ma conception du travail, de la famille, c'est un héritage. Du confort aussi. Bien évidemment, du confort. Ça veut dire quoi vivre? C'est quoi réussir? Tout ça, c'est un héritage de ce XXe siècle, donc je peux pas l'enlever. Il faut bien que je pense le monde, et si je pense le monde, je le pense au travers de ça. Et puis d'un autre côté, c'est pas ça que je souhaite à ma progéniture, mes amis, le monde qui suit. Mais il faut que je les remplace. Mais par quoi est-ce que je les remplace? Et si je les remplace, avec quels outils est-ce que je les remplace? Alors, on peut dire que le 21e siècle, c'est un peu une espèce de poulet sans tête. Ça court dans tous les sens, on essaye plein de trucs, mais en même temps, on ne sait pas véritablement avec quoi. Et alors du coup, ça serait quoi le mythe de notre époque? Ça c'est là. Tu sais, on peut lire toute une époque au travers de la manière par laquelle les gens font société à l'intérieur. C'est-à-dire que rien n'est pire que de ne pas être synchrone avec ton époque. Tu veux être dans ton temps. Tout le monde veut être dans son temps. C'est le truc de la mode. Tu sais, il n'y a rien de pire que d'être le type avec le jean rouge quand les gens portent le jean taille basse et inversement. Donc c'est pour ça que la mode n'est pas un phénomène mineur. C'est le pouls de la société. Et donc, c'est le mythe. On vit une époque au travers de son mythe. Et puis, le mythe du XXe siècle, ça a été ce mythe de progrès. On pourrait prendre des grandes figures si on voulait les personniser. Ce serait un mythe un peu prométhéen, donc un mythe très fort, lumineux, vertical, etc., qui fait des séparations, qui tranche, qui dit. Et donc, c'est un mythe qui est un homme, dans le fond. C'est un mythe très masculin, des valeurs très masculines. Et là, on se rend compte que ces valeurs s'effondrent un peu. C'est un mythe qui est, mon vieux maître appelé dionysiaque. Dionysos, si on fait un tout petit peu de mythologie rapidement, c'était un dieu
qui était un dieu arbustif, donc c'était un dieu un peu végétal. Il sort de la cuisse de Jupiter. Il est ensuite élevé par les Parques, donc en fait par 3 femmes qui tissent le destin. Et puis c'est un jeune homme un peu faible, mais aussi efféminé. Il change de sexe, il se déguise. Donc c'est pas du tout cet homme qui est sûr de sa masculinité, si tu veux. Hein. C'est quelqu'un qui joue, c'est Harry Potter, si tu veux. Bon, il est un peu magicien, il est roublard, il ruse, il danse, il boit. Et nous, on a ce mythe-là qui est en train de naître. Donc c'est une société en proie au risque. Les monowings, tu sais, qui volent en dessous du Jésus de Corcovado, les gens de chez Red Bull font ça, les rooftoppers russes qui se baladent en dessous des toits. Pourquoi est-ce que ces gens font ça? Pourquoi est-ce qu'ils s'exposent à tant de risques? Il y a de la vie là-dedans, il y a un vitalisme. Les regroupements festifs, on pronostiquait avec le digital la fin des festivals, la fin du cinéma. Il n'y a jamais eu autant de gens dans les salles, les festivals se multiplient, la musique live. Donc il y a un retour du corps. Alors tu vois, le mythe du XXe siècle, c'était ce mythe qui souhaitait désincarner, une victoire de la technique, une maîtrise de l'homme et la domination sur lui, sur son corps. Et puis, en réalité, on se réveille au XXIe siècle avec un mythe très différent, dans lequel il y a de la liberté, il y a de la libération, il y a une multiplication des genres, il y a des trucs qui se superposent. T'es un garçon et une fille, je t'aime et je te quitte et je te trompe, je travaille en tant qu'ingénieur, mais ma véritable vie se déroule sur Instagram, avec des superpositions comme ça, des implications. Donc c'est ce mythe qui est en train de se définir. Ce qui est enquiquinant, par contre, c'est qu'on ne sait pas encore ce que ce mythe est en train de faire. Et donc, je ne peux pas te dire quel est le mythe de l'époque. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que par chacun des petits gestes qu'on est en train de faire, comme par exemple enregistrer un podcast, on est en train d'y participer, et puis il s'éclaircit un peu au fur et à mesure. Mais alors du coup, est-ce que c'est cette liberté qui fait peur et qui implique, selon toi, dans les sociétés, la montée des extrêmes? Bah oui, bien sûr, tu peux lier cette époque. Alors, tiens, on va lui donner un nom. Un peu maladroitement, il y a des gens qui appellent ça la postmodernité. Alors moi, j'ai eu un étudiant un jour qui était venu me voir et qui m'avait demandé, mais monsieur, est-ce que vous pensez que les gens au Moyen Âge, ils savaient qu'ils vivaient au Moyen-Âge? Parce que c'est laid, le Moyen-Âge. Donc en fait, non, c'est par après quelqu'un a dit, regarde, les obscurantistes. Bon. Alors nous, la postmodernité, c'est assez laid, mais on n'a que ça pour l'instant. Alors c'est pas vrai, on a appelé ça aussi la modernité liquide, la modernité révolue et tout. On sait pas ce que c'est. En tout cas, c'est cette époque, c'est ce moment-là. Et effectivement, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est liquide. Et qu'à l'intérieur de cette postmodernité, de cette époque où on vit, les règles sont multiples. Aucune de ces règles n'est définie. Tu peux être qui tu veux à ta naissance, tu peux partir de ton pays, épouser une femme, te séparer, épouser un homme, avoir 3 familles, changer ton sexe, voyager, être un ingénieur, être une femme au foyer, être un homme au foyer, être un astronaute. Donc ça dépend des pays, mais oui. Alors effectivement, là je te parle de l'Occident et l'extrême Occident, mais ce qui d'ailleurs est lié avec cette peur qui nous touche tous, c'est que, mais du coup, à toi personnellement, quel est ton mythe? Si la société n'est pas en capacité de t'inscrire dans une ligne droite où, dans les années 60, tu allais être un ingénieur qui poursuivrait en étant un meilleur ingénieur et finirait sa vie en étant le meilleur des ingénieurs. Alors qu'aujourd'hui, tu commences à être un ingénieur, mais tu deviens finalement ceci et puis cela, et puis tu es tous ces trucs-là. Donc, comment tu trouves ta place à l'intérieur de la société? Et tu parlais de cette peur qui amène le totalitarisme. Eh bien, il est possible qu'elle soit la réponse, justement, de cette possibilité de tout faire. Si je le dis en termes pop, c'est FOMO. Fear of missing out, ça veut dire la peur de rater quelque chose. Si je te donne trop de choix, t'as peur parce que en prenant quelque chose, tu peux rater tout le reste. Peut-être qu'il y avait quelque chose de mieux à l'intérieur des autres choix que tu n'as pas pris. Tout début du siècle dernier, il y a un type qui a fondé la socio, qui s'appelle Émile Durkheim, et lui, il appelait ça la peur de l'infini. La multiplication, l'espace immense devant toi fait que tu ne sais pas où te situer. Et donc, tu vas aller retrouver ou aller chercher ou reconstruire des repères, des balises. Rien de mieux qu'un petit groupe de gens qui pensent exactement comme toi, qui renforcent tes opinions, qui les répètent, qui ont des opinions simples, indépendamment de ce que dit le monde réel. Et donc là, t'entends une espèce de textbook qui pourrait être écrit au travers duquel un homme fort viendrait nous parler. Cet homme fort pourrait être un apprenti totalitariste, bien sûr. D'accord. Et du coup, ce que tu disais quand on préparait, c'est que c'est pas forcément une hyper individualisation de la société, mais c'est un ensemble de petites tribus. Bah oui, on a vachement envie d'appeler ça de l'individualisation.
En fait, c'est pas Parce vrai. que c'est ce qu'on voit. Hein. Bah oui, c'est ce qu'on voit. Et puis, mais penche-toi dessus quand même. Quand tu vois quelqu'un prendre un selfie, tu dis c'est quand même un culte du narcissisme, ces gens qui se prennent en photo. En réalité, combien de selfies t'as dans ton téléphone que t'as pas partagé? Oui, non, bien sûr, c'est pour les autres. Et donc, bien évidemment, il y a un narcissisme communautaire. Tu vas aller le passer à quelqu'un d'autre, cette photo. Bon, bah là, c'est à peu près la même chose. Ce qui va te plaire dans cette constitution de ton petit groupe, ton groupuscule, c'est de trouver des gens qui partagent tes valeurs, tes affinités, tes manières d'être, qui vont les répéter, qui vont te rassurer. Donc, tu vas te construire des super amis et puis des super ennemis. Donc, tes super amis qui sont nécessaires, en fait, de cette cohésion du petit groupe, c'est des gens qui vont te maintenir dans ta certitude. Et mécaniquement, tes super ennemis sont des gens qui viennent de loin, qui parlent pas la même langue que toi, qui ont des habitudes qui ne sont pas les tiennes. Et ils sont d'autant plus dangereux que s'ils se rapprochent de toi, tu réalises qu'ils vivent très bien en fait, qu'ils sont très heureux, qu'ils ne pensent pas comme toi, qu'ils résolvent des problèmes qui sont identiques de manière différente, parfois de meilleure manière que toi, et donc ils viennent dénoncer un vieux fond de mensonge qui est que la seule manière de vivre, la seule bonne, c'est la tienne, et que donc ton petit groupe est le seul qui est en capacité d'accéder à l'état de civilisation. Il y a plein d'autres gens autour de toi qui ont d'autres types de civilisation. Ça fait encore plus peur, parce que qu'est-ce qui revient à ce moment-là? Le fear of missing out, ou en tout cas cette peur de l'infini. Si ton petit groupe c'est pas le seul, alors tous les autres petits groupes peuvent être aussi bons, et donc suis-je dans le bon groupe? Et là tu revois la peur arriver. C'est pour ça que dans le textbook totalitaire, il y a un truc qui est ne pas faire des classes, mais faire des masses. C'est quelque chose, je le dis pour les curieux, qui a été très bien théorisé par Hannah Arendt dans les origines du totalitarisme. Elle donne un textbook qui, si on regarde la politique américaine, a été pratiquement appliqué. Alors pour elle, c'est pas un textbook, hein, pour elle, c'est de la dénonciation. Mais qui a été pratiquement appliqué par la... Mot pour mot. Exactement. Exactement, par Trump, parti républicain dans son ensemble, et surtout les conseillers proches de Trump lors de l'élection de 2016, et dont l'une des parties, c'est de casser des classes, parce que les classes ont des intérêts communs, et construire de la masse, qui sont des gens qui ne sont que des rouages, qui solidairement vont s'actionner de manière très petite, tout petits groupes, comme ça, les uns avec les autres, et auxquels on enlève la responsabilité de ce qui va se passer. Et il n'y a rien dans un monde aussi complexe que le nôtre de plus extraordinaire que d'aller se coucher en disant il y a un type qui sait, quoi. Donc ça explique le principe du totalitarisme. Mais alors du coup, ce que tu disais, c'est que effectivement, on peut le constater, on voit plein de tribus éclore un peu partout, c'est-à-dire qu'on est tous dans une recherche de soit ses racines ou donc on voit ce développement des tribus, c'est sûr. Comment tu définis un destin commun pour un ensemble de tribus éclatées finalement? Tu définis pas de destin commun pour un ensemble de tribus. C'est justement là le problème. Les tribus, c'est donc qui est un mot qui est arrivé revenu dans le vocabulaire socio à la fin du XXe siècle par Michel Maffezoli. Ce sont ces petits groupements qui ont des affinités. Voilà. Il y a des gens qui s'entendent bien ensemble. Mais alors, il y a des tribus qui sont des tribus politiques, mais il y a aussi des tribus qui sont des gens qui font du skate ensemble, des gens qui aiment telle équipe de foot, des gens qui courent, etc. Donc, il y a plein de tribus. Et eux, ils ont un destin partagé du fait qu'ils partagent la même langue, les mêmes expressions, les mêmes références culturelles, etc. Mais pour justement partager de manière forte ces expressions-là, il faut aussi parfois qu'ils excluent d'autres expressions qui viennent souvent de la tribu des voisins. Cette tribu des voisins, elle est géographique, c'est-à-dire quelqu'un qui est juste pas proche de moi, ou parfois verticale, les vieux ou les jeunes. Donc la querelle des anciens et des modernes. Et le problème de cette multiplication des tribus, c'est qu'elles ont justement grande difficulté à se projeter dans un mythe collectif, ce qui nous ramène à ta question initiale. Quel est le mythe de l'époque? Et si je suis pas capable de t'en fournir un, alors chacun va se construire son petit mythe. Et si chacun se construit son petit mythe, alors personne n'a de grande histoire dans laquelle on va se retrouver. Et si personne n'a de grande histoire dans laquelle se retrouver, c'est comme dans une relation amoureuse. Tu sais pas quelle est la promesse que tu vas te faire. On se retrouve après-demain à tel endroit à telle heure. Et donc, ton futur, ce que tu vas te promettre, tu n'y as pas accès. Tu peux pas retrouver de manière de construire un futur commun. Alors du coup, c'est quoi l'alternative au totalitarisme? Parce qu'en fait, on voit bien devant l'abysse des possibilités l'arrivée du totalitarisme, parce que ça fait du sens, ça permet de guider, ça me donne un cadre en fait finalement assez simple. Mais si tu me dis d'un autre côté, on peut pas avoir un destin commun avec une multitude de tribus qui est la réalité de notre société aujourd'hui, c'est quoi l'alternative du totalitarisme? J'aurais envie de te dire une cause commune, un truc qui dépasse ça. Tu sais, tout le monde dans le même bateau, à un moment donné on n'est pas d'accord avec le capitaine, mais comme le bateau sombre, je vais te dire tout le monde va travailler à rafistoler le bazar, parce que sinon... Et pourtant c'est pas le cas.
Parce que Et c'est exactement le problème. l'écologie, c'est exactement la situation. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est même un accélérateur en fait de ce totalitarisme-là. On va refuser cette cause commune parce qu'elle fait immensément peur. C'est très très dur de se confronter à quelque chose qui est en même temps inévitable, en même temps de ton fait, ou alors encore pire, du fait de tes aïeux, donc de tes parents et dont tu en hérites, qui est immensément complexe. Et si jamais tu te décidais à agir dessus, tu n'en verrais probablement pas les conséquences, mais uniquement les générations futures. C'est immensément abstrait, ça. Et pourtant, la cause est quand même là. Donc moi, j'aurais envie de te dire une cause commune dans laquelle on se retrouverait, et pourtant, ça n'est pas le cas. Néanmoins, faut pas perdre tout espoir. Même si nous, on est très très fort pour se projeter à l'intérieur de ces... tu sais, on avait dit ce mot tout à l'heure, des dystopies. Alors une dystopie, c'est quoi ? C'est comme une utopie, c'est-à-dire un monde rêvé plus tard, sauf que celle-ci, elle est maligne, elle est méchante, elle nous veut du mal. Black Mirror et toute la culture qui s'est produite autour en est l'un des exemples. C'est-à-dire que nous sommes très forts pour imaginer le pire. Une idée mauvaise et qui surprend, ce que disait Guy Philippe, se diffuse beaucoup mieux qu'une idée bonne et positive. Donc on est très fort à faire ça, parce qu'il y a un élément de surprise, il y a aussi un truc qu'on aime se gratter le cœur. Un vieux fond romantique. Bon. À côté de ça, il est possible de construire soit des utopies. Le problème, c'est que si aujourd'hui tu dis utopie, ça veut dire un rêveur, doux rêveur, un réaliste, il ne fera rien. Ou construire ce qu'on pourrait appeler, et c'est ce que fait l'Institut des futurs souhaitables, c'est-à-dire des uchronies. Et une uchronie, c'est un monde qui nous attend, et qu'on va choisir maintenant, et puis on va travailler de manière extrêmement organisée à faire en sorte qu'il se réalise. Et pour ça, il y a des manières de te projeter à l'intérieur de ces uchronies, c'est-à-dire de ces mondes dans lesquels tu veux vivre. Et si tu prends un exemple très simple, tu te projettes, tu sors dans la rue, tu regardes le monde dans lequel tu vis, tu l'imagines de manière beaucoup plus triste, et tu te dis, est-ce que moi, pas mes enfants, pas plus tard, mais moi, je voudrais vivre dans ce truc-là. Est-ce que je pourrais vivre ? Si ta réponse est non, alors regarde comment faire en sorte que dans 20 ans ou dans 30 ans, tu maintiennes ton propre niveau de vie, tu puisses continuer à aller faire ton petit marché, etc. Mais le problème de cette situation-là, ce que tu décris, c'est que se projeter dans 30 ans, aujourd'hui, on ne le fait pas, parce que sinon on aurait une conscience écologique beaucoup plus forte. On voit bien en France la levée de bouclier à chaque fois qu'il y a un mouvement sur la vitesse sur la route, ou sur les quais à Paris, où on voit bien qu'il y a des levées de boucliers, c'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout envie, c'est-à-dire que l'écologie, en réalité, tout le monde dit que en tout cas l'écologie, ça a le vent en poupe, mais en réalité, dès que ça touche au quotidien des gens, ils n'ont pas du tout envie que ça se passe. Et pourtant, le monde dans 30 ans qu'ils imaginent, c'est un monde avec des insectes, c'est un monde avec des oiseaux, c'est pas un monde dans lequel il n'y a plus d'animaux, de mammifères, où on se rend compte, c'est une étude qui est sortie hier, où on se rend compte qu'on détruit tous les mammifères, on ne sait pas s'il y aura j'ai reçu aussi Marion Moreau sur mon podcast, on ne sait pas si nos enfants verront des rhinocéros un jour, enfin, on n'a pas vraiment envie de ce monde-là, et en même temps, c'est ce qu'on est en train de faire, donc, parce que ça touche à notre confort aussi. Exactement, mais pour les deux raisons, c'est-à-dire la première, tu peux rien faire. On a ce sentiment d'avoir les bras ballants devant la déconstruction du monde qui est le nôtre. Et je crois même que la déconstruction de l'écosystème naturel, elle fait encore moins peur que le délitement social, l'absurdité des modes du travail, le sentiment de l'absence de valeur de ce qu'on fait dans la vie quotidienne, la perte du sens, mais pourquoi t'es là, c'est quoi la vie, etc. C'est peut-être même plus important, tu vois, et surtout que ça, on le ressent vraiment tous les jours, que la déconstruction écologique. Donc, on a les bras ballants. C'est beaucoup plus simple d'agiter une pancarte en disant qu'on aime vraiment bien conduire sa Passat à 90 km/h et que 80 km/h, ça change tout dans l'expérience de conduite. Et c'est pas pour ça qu'on investit X dizaines de milliers d'euros dans un ABS pour pouvoir descendre de 10 km/h. Donc ça, c'est beaucoup plus simple et c'est réconfortant que de se poser ces questions auxquelles, objectivement, on n'est pas câblé pour penser à ça de ces 10 ans et de ces 30 ans. Donc il y a ça, ce que tu dis. Et puis la deuxième chose, c'est, comme ce poulet sans tête dont on parlait tout à l'heure, et si, quand bien même j'étais d'accord, et si je réalisais ça, ce futur, ce destin commun, je fais comment maintenant ? Quelles sont les choses quotidiennes qui vont me permettre de me construire un destin commun ? Et si tu mets l'écologie de côté, un instant, tu prends tout le système culturel dans son ensemble. C'est quoi le destin commun ? C'est quel est le destin auquel on se prépare ? Où est-ce qu'on va aller ensemble ? Qu'est-ce qu'on a envie de construire dans lequel on va vivre ? Et comment les outils qu'on a à nos dispositions aujourd'hui vont pouvoir évoluer pour nous accompagner ? Ça demande de t'arrêter
Et ça demande de penser. Je te donne une idée qui vient d'un mec qui est un philosophe slovène qui s'appelle Slavoj Žižek, qui est fou et brillant. Et il explique que ce qui avait été pendant longtemps le travail des philosophes, c'est-à-dire penser, pour certains ne rien faire, mais en fait penser, c'est de redevenu une nécessité. C'est-à-dire qu'il faut arrêter ou ralentir tout ce makers movement, tout ce making, tout ce faire, mais il faut aussi juste, il faut penser. Peut-être qu'il faut penser, peut-être qu'il faut juste retrouver une idée, peut-être une idée, un récit commun, une histoire, quelque chose dans lequel les gens vont se reconnaître pour se dire tiens c'est marrant, ça c'est quelque chose qui me plaît, je voudrais œuvrer à ça par ma manière, et ma manière ça va être ceci, celle-là. Et est-ce que c'est pas lié au fait aussi qu'en Occident, on n'est pas comme en Orient, c'est-à-dire qu'en Orient, ils ont, et l'exemple de la Chine, c'est le plus probant, même si en l'occurrence c'est une dictature, mais ils ont quand même dans cette culture des visions à 30, 40, 50 ans, qu'on n'a pas du tout en Occident, parce que nous, les politiques sont à la petite semaine, c'est-à-dire que c'est tous les 5 ans, et que ils réagissent aux médias quasiment au quotidien ou à la semaine. Du coup, est-ce que c'est pas lié à ça aussi? Parce que quand on parle d'un destin commun, on parle d'une vision qui est assez longue, tandis qu'en Occident, on n'a pas de vision très longue. On a une vision sur le court terme, en fait, sur est-ce que ma retraite, elle va changer, est-ce que j'aurai une retraite, est-ce que mes pensions, machin truc, est-ce que je peux rouler, voilà, est-ce que je peux fumer une clope dehors ou à l'intérieur, enfin, voilà, ton quotidien, en fait. Absolument. Alors, y a une réponse rigolote qu'avait proposée Mathieu Baudin en intégrant à l'intérieur de l'État un ministère du temps long. C'est-à-dire quelqu'un dont le métier était de chapeauter toutes les décisions et de voir si en fait ça s'accordait avec l'humanité dans son ensemble. Pas uniquement le groupe des gens du Parti Socialiste, le groupe des gens LREM, mais un groupe plus commun dont les gens qui ne votent pas, y compris les oiseaux, les espèces végétales, etc. etc. La vie. La vie dans son ensemble. Voilà, qui n'a pas pu voter parce que ce jour-là c'était trop compliqué d'aller au truc. Mais aussi les plantes. Donc là il y aurait ça, qui est une réponse un peu rigolote. Et après c'est intéressant de se demander, mais pourquoi est-ce qu'on a perdu ce rapport au temps long ? Tu sais, on est quand même issu, si je reviens à ce mythe dont on est issu, donc les outils au travers desquels on pense, on est quand même issu d'un XXe siècle qui a œuvré très fortement à enlever la magie du monde. À se dire que la technique et la technologie allaient permettre à l'homme d'avoir une plus grande capacité, une plus grande ampleur d'impact sur son environnement, et qu'on allait rapetisser, amaigrir au fur et à mesure toutes les zones d'inconnu. Il n'y aura plus de mystère, on va tout dévoiler, on va tout savoir. Et donc s'il n'y a plus de mystère, on dévoile tout, on ne sait pas, le mystère de la mort se lève, le mystère de l'inconnu, de la potentialité, des choses potentielles qu'on va découvrir disparaissent, la touffeur de la forêt s'en va, la question du rêve s'amaigrit, donc en fait on devient très rationnel, et ce projet qui a été pensé pendant tout le XXe siècle, d'une certaine manière, il a réussi. On est parvenu à démagifier le monde. Donc ça veut dire à en enlever toute la magie. Le problème de cette réussite, c'est que n'existe que ce que tu vis. Et ce qui veut dire que ce temps long, qui est immensément abstrait, n'existe pas. Donc, d'une manière un peu ironique, la grande réussite de l'homme moderne, ces sociétés occidentales, extrême occidentales du XXe siècle, ont tué un truc qui est une chose immensément simple, toute petite, très fragile. C'est l'espérance. L'espérance, c'est la manière par laquelle le temps long va se matérialiser dans le présent. Rien ne me prouve que demain et après-demain, déjà, se passeront, et ensuite se passeront comme ça. Et néanmoins, je vais œuvrer aujourd'hui à ce que ce pourquoi j'ai de l'espérance arrive. S'il n'existe que ce qui est maintenant et que rien de ce qui a été prouvé n'existe, alors je n'ai pas besoin de cette donnée qu'elle a donné de l'espérance. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, on a une énorme montée du mysticisme en ce moment. Je vois énormément d'articles ou de médias qui parlent des sorcières. Je vois une montée des voyants, de tout ce qui a lieu au mystique, au rite. Ça remonte dans tous les sens. Ce mythe du XXe siècle là, dont on parle, bien évidemment, a laissé quelques plumes dans ce 21e siècle balbutiant. Cette postmodernité-là va contrecarrer cette démagification en ramenant de la magie. Les mysticismes dont tu parles sont partout, que ce soit des lectures horoscopiques, que ce soit des mysticismes liés à tout un tas d'imports, d'emprunts aux cultures orientales, le retour du yoga, la méditation, les médecines traditionnelles chinoises. Et alors, on va mettre la médecine traditionnelle chinoise à côté du travail des antiviraux.
Et on va faire cohabiter les deux, l'un avec l'autre. On va mettre l'homéopathie à côté de la médecine clinique, l'un à côté de l'autre, tu vois. Et cette remagification-là, dont le rapport religieux est aussi, dans toutes ses formes, est aussi un exemple, elle sert à faire exactement ça, c'est-à-dire à retrouver un contact avec le fait qu'il existe plus que seulement ce que tu vois. Dès lors que tu acceptes que le monde est plus vaste que seulement ce que tu as sous la main, la concrétude, il y a de l'invisible, il y a autre chose, alors tu peux refaire intervenir dans la construction de la vie en société l'idée de l'espoir, l'idée de l'espérance. Donc, si on se posait la question de savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être un bon contemporain? C'est quoi bien vivre dans ton époque aujourd'hui? L'une des questions, sachant qu'il faut le faire, parce que rien n'est pire que de rater son époque, l'une des réponses, ça pourrait être exactement celle-ci. C'est-à-dire accepter qu'une époque ne se résout pas à ce qu'on a sous les yeux, qu'il y a une irréalité des choses matérielles qui est présente, une vie symbolique, le rêve, la créativité, l'imagination, tout à l'avenant, tout ce que tu veux. Et qu'en allant puiser à l'intérieur de ça, on produit du mystère, des choses qui ne se sont pas produites, des choses qui ne se produiront peut-être pas, mais qui ont quand même une valeur, et c'est uniquement la valeur de pouvoir advenir. Et là-dedans, tu vas retrouver, dans le fait de croire que des choses peuvent advenir, l'espoir en le travail écologique. Et si ça se trouve, notre gouvernement va prendre la mesure du problème. Et si ça se trouve, les gouvernements vont prendre la mesure du problème. Et si ça se trouve, pour qu'ils prennent la mesure du problème, il faut que tu agisses. Et si ça se trouve, il suffit que toi tu agisses et qu'une dizaine de personnes agissent. Et donc tu vas constituer des groupes. Et ces groupes vont se constituer en partis politiques. Et ces partis politiques vont voter, etc., etc., etc. C'est comme ça que tu construis un mouvement. Et alors ce podcast s'appelle Vlan. À quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui ? Oh, le rationalisme ennuyeux. Alors oui, je voudrais lui dire au revoir. Pas le bon rationalisme, pas la science, pas la vraie science, la bonne science, l'esprit scientifique. Non, pas ça. Le rationalisme ennuyeux, celui qui croit qu'il est tout. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.